Bonjour, merci d'avoir choisi cette salle. Je vais vous proposer aujourd'hui de progresser en communauté de pratique. Voilà, avant de démarrer, un petit mot pour vous rappeler les sponsors qui font que cet événement puisse avoir lieu aujourd'hui en présentiel et aussi en streaming avec les personnes à distance que je salue. Voilà, donc beaucoup de sponsors. Et je me présente, Lise Bouza, donc Lise avec un S et Bouza avec un Z. Souvent on me fait l'inverse. Donc je suis coach agile chez Renault Digital depuis 2017, donc sa création. Et plutôt que vous dire la palanquée, comme on a un peu tous, de certification agile ou autre qu'on peut avoir, je vais plutôt vous dire que je fais partie de la communauté Agile League depuis 2017, donc qui est une des communautés de Renault sur l'agilité. Au départ, a constitué des Scrum Masters et des coachs de Renault Digital, puis qui s'est étendue et qui est toujours existante et active par des réunions mensuelles en particulier, et aussi beaucoup d'échanges sur nos réseaux sociaux internes. Je fais aussi partie, et je suis leader de la cross-communauté, dont je vous parlerai un petit peu plus tard, et de façon un peu plus distante de la communauté des facilitateurs qui aident à grandir dans cette pratique. Alors juste pour démarrer, pour voir un peu si vous êtes dans la bonne salle, j'aimerais savoir, vous pouvez lever la main en fait et au fur et à mesure montrer avec vos doigts où vous en êtes. Et puis à distance, on imaginera que vous avez à peu près les mêmes stats. Est-ce que vous êtes déjà formé à une technique que vous n'avez finalement jamais mis en œuvre, pour quelque raison que ce soit? Il y a déjà des mains qui se lèvent. Est-ce que les formations théoriques, même excellentes, sont pas simples à décliner dans votre contexte? Aussi, là encore plus de mains. Voudriez progresser, mais c'est pas évident, ou vous savez pas trop comment faire seul. Voilà, je voudrais créer une communauté de pratique efficace. Ça aussi, le mot efficace ayant tout son sens. Et puis, je voudrais partager mes connaissances. Ça aussi, c'est quelque chose. Super, vous avez à peu près tous levé la main au moins une fois, et certains beaucoup de fois. Donc, vous êtes au bon endroit. J'espère que pendant ces petits 3 quarts d'heure, vous allez apprendre des choses, en tout cas, ou être confirmé dans ce que vous savez déjà. Alors juste pour démarrer par une définition, puis je vous rassure, après les citations, les définitions, on passera vraiment au concret. Une communauté de pratique, donc c'est un terme qui a été défini par Etienne Wenger, qui est un spécialiste de l'éducation, qui a théorisé les communautés de pratique en 90. C'est donc un groupe de personnes qui partagent un centre d'intérêt commun et qui vont se rencontrer régulièrement pour améliorer leurs pratiques en partageant leurs connaissances et leur expérience. Alors quand on dit pratique, ça peut être vraiment toutes sortes de pratiques. On pense souvent aux compétences techniques de développement, mais ça peut aussi être des compétences plus que je vais appeler fonctionnelles autour d'un métier, agile, sur les rôles de Scrum Master, sur le Product Management, sur SAFe, etc. Des compétences comportementales, la communication non violente, la gestion des conflits, sur tout autre, aujourd'hui les nouvelles façons de travailler, ou des compétences managériales. Donc vraiment, toutes sortes de pratiques peuvent être l'objet de communautés de pratiques. On ne s'arrête pas aux pratiques de développement, bien sûr. Alors, passer cette définition. Alors, pour ceux qui avaient regardé un peu le petit teaser qui avait été posté par Koussaï sur l'agenda de cette session, finalement, après réflexion, j'ai changé l'ordre. Donc, il y aura le même contenu, mais ce n'est pas dans le même ordre. Pour être plus près du vrai ordre dans lequel sont passées les choses, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'abord défini pour qui, pourquoi, puis comment on allait faire, puis passer à l'échelle, on a fait un peu l'inverse.
C'est-à-dire on a commencé par faire et puis on a capitalisé après. Donc j'ai traité dans l'autre ordre. Je vais d'abord vous dire comment on a travaillé sur les communautés au sein de Renault Digital et de Renault, avant de vous dire ce qu'on en a appris. Alors, comment ça a commencé? Alors, il y avait déjà des communautés avant, bien sûr, mais en février 2020, au sein du pôle Agile, on s'est dit c'est important d'aider à la création des communautés au sein de Renault comme axe de transformation, de notre transformation agile qu'on était en train de mener. Et donc votre mission, alors moi il y a d'autres personnes qui étaient impliquées dans le sujet, c'était de mener d'aider les gens à créer des communautés de pratique pour prendre en compte leur nouveau rôle dans l'entreprise, leur rôle de product owner, de scrum master, mais aussi toutes les pratiques agiles qui impliquaient de la responsabilisation et puis des collaborations transversales autour de pratiques. Donc on a commencé comme ça par accepter cette mission. Et donc on était quelques-uns, on va dire 3-4 dans en général. Et bien sûr, à très peu de temps de notre activité. Ce n'était pas notre activité principale, on accompagnait aussi des projets. Donc, sur les Scrum Masters, de façon très rapprochée dans les équipes, ou les coachs en étant transversal sur plusieurs équipes. Donc, on avait à cœur d'être frugal sur notre temps, parce qu'on ne pouvait pas passer un temps énorme sur le sujet, étant donné les autres activités qu'on avait. Et également être frugal sur le temps qu'on allait prendre aux gens pour leur déployer, leur présenter les communautés et sur le temps qu'ils allaient avoir eux-mêmes dans leur animation de communauté. On ne pouvait pas se dire « Allez, on va créer 50 postes de community manager ». Personne n'avait la bande passante pour faire ça. On avait aussi à cœur de rester agile, c'est-à-dire en aucun cas de dire « Voici comme ça le table de la loi, voici comme ça… la méthode à faire, déroulez-la et maintenant on vérifie, on colle des KPI et tout ça, est-ce que vous y êtes ?» Ce n'était pas du tout notre état d'esprit. On voulait garder, comme dans les équipes projets, des communautés autonomes et auto-organisées et qui grandissent par elles-mêmes en étant responsables de leur propre maturité. Et puis on avait évidemment envie d'apporter de la valeur, pas faire de la communauté, créer des communautés pour créer de la communauté, mais bien que les gens aient envie d'y participer et y trouvent de l'intérêt et que ce soit absolument pas quelque chose de coercitif ou de subi. Et bien qui leur permettent de grandir. Donc ça, c'était nos premiers partis pris. Et à partir de là, on a commencé à faire nos premiers pas. Donc premier pas, c'est qu'on s'est appliqué donc, les principes agiles qu'on préconise aux équipes. C'est qu'on a défini notre vision. Un peu plus précisément, qu'est-ce qu'on voulait faire, qu'est-ce qu'on voulait apporter. Donc un peu à la façon de l'atelier Build the Product Box, on a créé un flyer. Même s'il n'a jamais pu être distribué finalement physiquement, du fait qu'on est arrivé là, vers le mois de mars, on l'a partagé sur nos réseaux pour dire voilà ce qu'on a envie de faire, qui a envie de venir avec nous, qui a envie de participer. Et on a pris un parti, par contre, de ne pas avoir de dette technique et d'être directement bilingue, parce que ça ne coûtait pas tellement plus d'être bilingue et du coup d'adresser tous nos correspondants des autres pays, en particulier en Inde, où on avait beaucoup de contacts, vu qu'une bonne partie des développements sont faits par nos collègues indiens. Et on a aussi commencé donc, déjà par partager entre nous les premières expériences qu'on avait dans nos entreprises précédentes ou chez Renault, des communautés qu'on connaissait. Dans un deuxième temps, pour enrichir un peu toutes nos connaissances et savoir un peu plus ce qu'on allait faire, on allait à l'écoute des clients. C'était le premier, comme pour un produit, ce qu'on s'applique, on est allé rencontrer les communautés qui existaient déjà. Alors qui ne s'appelaient pas forcément communauté, qui n'étaient pas forcément exactement selon la définition qu'on a vue avant, mais qui ressemblaient peu ou prou. Et
Là aussi, on a interrogé des communautés qui existaient encore, qui avaient existé et qui sont arrêtées, et même des communautés qui sont un peu mortes dans l'œuf. Et c'est peut-être de celles-là qu'on a le plus appris, parce qu'on a appris les points clés qui faisaient que ça marche ou que ça ne marche pas. Donc c'était important d'écouter aussi ceux qui avaient essayé et qui n'avaient pas réussi, ou pas réussi dans la durée, à faire émerger quelque chose. Et évidemment, on s'est aussi nourri de tout ce qui existe, des conférences, des webinars, dont certains faits par certains des sponsors d'Agile en scène, des formations, enfin tout ce qu'on a pu glaner sur le sujet. Et à partir de ça, de tout ce qu'on a appris, de tout ce qu'on avait nous-mêmes vécu, on a initié un guideline. Notre MVP, un peu notre premier sprint, c'était ça, pour se dire, notre guideline n'étant très ouvert, c'est-à-dire pas du tout faites ci, faites ça, mais voici tout ce qu'on a vu comme exemple qui a l'air de fonctionner, tout ce qu'on a vu comme exemple qui a l'air d'être plutôt des facteurs moins favorables pour pouvoir démarrer ou animer une communauté. Et ensuite, on s'est dit, mais comment on va plus loin? Comment on fait maintenant? On a fait un état des lieux, tout ça. Mais là, c'est pareil. Tilt, c'est appliqué ce qu'on préconise. On a créé une communauté. On a créé une communauté, intercommunauté, qui permet aux leaders de communauté ou à ceux qui souhaitent créer une communauté d'apprendre à le faire, de dire ben voilà ce qui me manque, voilà les problèmes que je rencontre, est-ce que vous avez rencontré la même chose? Et puis nous aussi, de déployer un peu, voici les bonnes pratiques qu'on a identifiées, voici ce qu'on a testé dans telle ou telle communauté. Et ça nous a permis de rencontrer plein de gens extrêmement intéressants, extrêmement avancés, bien plus que ce qu'on avait pu l'être avec nos simples formations et interviews. De voir que dans des secteurs où on pensait que les communautés ne pouvaient pas exister, en fait, elles étaient très avancées, comme chez nos collègues indiens, mais pas seulement. Et puis, à partir de là, on a commencé à avoir des gens qui avaient vraiment envie de lancer des communautés et à pouvoir les accompagner. Et au fur et à mesure, durant les mois qui suivent, on a appris de ces lancements, on a vu pas mal de choses, on a testé les pratiques qu'on a identifiées chez l'un, on les a testées chez l'autre. On en a créé des assets, c'est-à-dire des articles, des exemples, des templates, pour pouvoir les diffuser, pour pouvoir qu'ils puissent bénéficier à tous, pas forcément pour qu'ils les suivent à la lettre, mais pour qu'ils s'en inspirent. On a identifié aussi parfois des trous dans la raquette dans ce qu'on produisait au pôle agile pour accompagner nos équipes, les équipes qu'on veut emmener vers l'agilité, en particulier avec le passage en télétravail où on manquait parfois d'outils et les gens n'étaient parfois pas familiers, donc on les a aidés là-dessus aussi. Ça nous servait un peu de boucle de retour pour se dire, voilà, on s'adresse à nos clients, mais du coup on a une vue plus large pour se dire de quoi ils ont besoin pour être plus agiles. Et puis bien sûr, ça a permis de créer des liens entre des communautés qui sinon pourraient être divergentes. Et là, au contraire, on s'ouvre. Et donc, on a des échanges qui sont très intéressants entre les communautés de dev, les communautés plus orientées métiers ou agiles, et qui finalement ont énormément de problématiques communes. Bien sûr, pas celles sur la technique pure et dure, mais des choses très intéressantes. Par exemple, si des product owners veulent mieux rédiger leur story, un très bon moyen, c'est d'interroger les développeurs et donc de les faire participer au brainstorming sur le sujet, et donc bien d'être orientés sur la pratique, pas sur le rôle dans leur pratique. Donc voilà, donc c'est des choses qu'on favorise et sur lesquelles on communique via nos réseaux sociaux internes pour favoriser l'agile et l'entraide via les communautés. Donc aujourd'hui, on en est un petit peu. Donc on a lancé un certain nombre de communautés, donc des Scrum Masters, y compris à l'ingénierie.
Donc l'ingénierie, c'est plutôt de la mécanique, c'est pas de l'IT. Des business analysts au Moyen-Orient, ils étaient prêts. Il n'a pas fallu grand-chose pour juste qu'ils passent à l'action. Sur la gestion de configuration et le cycle de vie du véhicule également, c'est un très vaste chantier. Donc ça, c'est une communauté qui s'est lancée avant le programme de transformation qui aura lieu avec. Donc ils sont déjà prêts, dans le sens où ils savent déjà travailler ensemble, ils ont déjà mûri sur la vision, sur le besoin. Donc ça, c'est une belle réussite pour les gens qui se sont impliqués dessus. Après, on a aussi d'autres communautés de marketing, Relais Agile, et puis d'autres qui vont arriver, parce que du coup, ils savent qu'ils ont un soutien, ils savent que le fait de créer une communauté, c'est un levier qu'ils peuvent actionner, alors que le partage de connaissances, c'est pas toujours évident, souvent on garde la connaissance pour soi, alors que là, c'est maintenant quelque chose qui est connu comme dans la boîte à outils, si je puis dire, de notre entreprise apprenante. Et bien sûr, des liens entre les communautés. On a eu 14 rencontres avec 9 pays représentés. Donc c'est vraiment très enrichissant. Et puis plus de 20 thèmes qu'on a abordés pendant ces rencontres et sur lesquels on capitalise. Et puis bien sûr, encore beaucoup de choses dans notre backlog. Alors dans ce qu'on a appris, voilà, je vous ai décrit un petit peu maintenant le parcours et je vais dire un peu ce qu'on a appris d'autre. Donc, au départ, sur les communautés, donc, ce qu'on avait au tout début, comme dans les premiers partages qu'on avait, c'était un peu les trucs évidents, un peu les besoins du fameux chouari. Soit je débute et puis j'ai besoin un peu d'aide pour pouvoir me mettre concrètement, savoir appliquer cette pratique sur laquelle j'ai été formée. Soit je veux progresser, j'ai déjà pratiqué mais je veux progresser. Soit je suis déjà à un niveau avancé, voire expert, et je veux progresser. Et puis peut-être aussi que j'ai envie de faire progresser les autres pour que tous ensemble on puisse aller plus loin. Donc ça, c'était déjà quelque chose qui semble assez évident. On s'est vu qu'il y avait d'autres besoins. On peut avoir des besoins donc, pour accompagner les transformations. Donc, nous, on avait en tête la transformation agile parce que c'est celle qu'on connaissait. Mais bien sûr, il y a d'autres transformations. On parlait de celle de la gestion de configuration. Il y en a d'autres à venir. Il y en a d'autres qui sont liées à la stratégie d'entreprise. Donc, chez nous, ça s'appelle la Révolution, qui est arrivée avec le cas d'Imeo. Et nous avons besoin d'unir nos forces pour relever ces défis. Et pour ça, c'est important d'avoir déjà une cohésion et une réactivité face au changement. Et enfin, il y a la partie gestion des compétences, où c'est pas toujours évident. Il n'y a pas forcément des formations sur le marché pour tout ce qu'on fait dans l'entreprise, ou des formations qui sont trop génériques, parce que passé un certain stade, le standard ne suffit plus. Et les communautés de pratique, c'est vraiment un moyen de maintenir les gens à niveau, de les faire s'entraider pour progresser, sans avoir réellement de budget énorme alloué au sujet. Juste un peu de temps, du temps qu'on espère qui est rentabilisé. C'est aussi un point, ce que j'aime beaucoup dans les communautés, c'est qu'on se ressente vraiment sur l'humain. On n'est pas juste à partager de la technique, on partage une envie de faire, une motivation. Les gens qui partagent sur un thème, pour progresser, ils partagent un vécu. Ils partagent aussi leurs émotions, leurs implications, ils peuvent partager leurs difficultés. Donc on est vraiment sur quelque chose de très humain. Donc là, quand je parle de communauté, ça peut être de 5 à 30 personnes, parfois on en a de 100 personnes, mais l'idée c'est vraiment de favoriser les interactions. Donc on revient sur nos basiques agiles, et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui transparaît bien et qui se transmet bien en communauté. Puis ça permet d'aller plus loin. Donc il y a ma petite illustration, là vous voyez les trois premiers petits Lego
Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec leurs 3 briques. C'est un peu bancal et ça ne va pas très haut. Les 3 autres, ils n'avaient pas plus de moyens. Mais voilà, ils ont quelque chose d'un peu plus robuste et d'un peu plus joli. Puis ils smile en plus. Donc si je résume les caractéristiques d'une communauté de pratique, pour aller un peu plus loin que la définition, donc c'est bien centré sur une pratique, pas un rôle, donc pas un club fermé, pour progresser ensemble. C'est un espace-temps bienveillant pour partager des connaissances, des expériences, quel que soit le niveau d'expertise, quelle que soit la place dans l'organigramme, et qui s'auto-organise. Alors on voit, ça peut être des rencontres régulières, là par contre il n'y a pas de régularité, ça va vraiment dépendre de chaque communauté, ça peut être toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois, tous les trimestres. Ça peut être sur des formats très courts d'1 heure, ça peut être sur des journées entières. Tout dépend du contexte et on peut très bien mixer l'ensemble de ces formats. Et puis qui partagent aussi en dehors des rencontres qui sont dans le même temps, qui partagent via tous les moyens que l'entreprise met à disposition. Alors comment on fait ? Moi, j'ai déjà donné des petits éléments, je vais compléter un petit peu sur comment on fait. Pour démarrer, il y a 3 étapes assez simples. La première, c'est d'avoir quelques personnes motivées. Essayez de ne pas être tout seul, parce que tout seul, ça peut être difficile. C'est quand même assez important d'avoir aussi un regard de quelqu'un qui peut vous dire « oui, ça, je pense que c'est bien ou c'est pas bien », qui va challenger les idées. Donc essayez d'être au moins 2 ou 3 pour avoir un premier noyau dur et se dire ensemble, voilà, qu'est-ce qu'on voudrait faire ? Quel est l'objectif de la communauté ? Parce que ça peut être très, très large, très vaste, les pratiques agiles, et ça peut être très, très centré, comme augmenter le taux de conversion à tel endroit, comment est-ce qu'on pourrait faire ? Ça peut être vraiment très, très varié. Après, je dirais générer de l'intérêt. Ne vous appelez pas communauté tout de suite, générer de l'intérêt, partager, commencer à montrer qu'il peut se passer des choses. Que ce soit un partage simplement d'un lien que vous avez trouvé intéressant, d'un livre que vous avez trouvé intéressant, de quelque chose que vous avez écrit ou produit vous-même, d'un retour d'expérience. N'hésitez pas à susciter de l'intérêt. Il y a des communautés qu'on a lancées en faisant des sondages, en disant mais aujourd'hui, quelles sont dans vos pratiques sur tel sujet, vos difficultés, les éléments sur lesquels vous aimeriez avoir plus de compétences, pour voir et du coup répondre à cette première attente avant de dire on lance une communauté. Ça peut aussi être de trouver un sponsor, mais le sponsor il sera intéressé aussi si vous avez déjà de la matière à montrer. Et enfin, vous pouvez inviter. Soignez votre invitation, donnez envie. Une communauté, c'est aussi un moment où on lâche un peu prise et où on peut s'exprimer. Donc, communiquer, voilà. Communiquer. Avant, après, les communautés, c'est important. Les gens, ça va renforcer le sentiment d'appartenance, ça va montrer qu'il se passe des choses, ça va aussi aider les gens à avoir la légitimité pour aller en communauté, pour dire ça vient de là, et là, il y a vraiment des gens bien qui se rencontrent et qui ont les mêmes soucis que moi ou les mêmes besoins et on arrive à discuter, à faire des choses. Donc c'est important de communiquer. Puis n'hésitez pas à demander de l'aide à toutes les personnes autour de vous qui peuvent vous aider. Alors là, je ne vais pas tout lire, mais vous aurez les slides. Qu'est-ce qu'on fait en communauté de pratique ? Donc, j'ai déjà dit, on partage beaucoup de choses. On peut discuter des sujets, soit décidés à l'avance, soit choisis pendant la communauté. Capitaliser évidemment sur tout ce que chacun a appris, des projets qu'il a eus, des obstacles qu'il a rencontrés, qu'il les ait levés ou qu'il les ait encore. Bien sûr, on peut s'écouter. Ne serait-ce que cette écoute et se dire « Ah oui, ces difficultés-là, je les rencontre aussi », c'est déjà quelque chose qui est important. On peut bien sûr faire intervenir d'autres communautés
des experts, faire des rencontres qui vont enrichir les uns les autres. Et bien sûr collaborer, donc en utilisant tous les ateliers collaboratifs que vous pouvez utiliser dans une équipe agile. Ils vont marcher en communauté pour résoudre des problèmes, pour améliorer une méthode commune ou produire quelque chose, un peu comme les petits bonhommes tout à l'heure. Seul, vous n'avez pas le temps ou pas assez de recul pour produire. Et puis, c'est aussi l'occasion de tester. Donc, nous, on fait beaucoup sur les communautés de Scrum Master. On teste des serious games, on teste des formats de rétro, des icebreakers, pour être plus à l'aise la fois où on le fait pour la première fois avec une équipe. Et puis, bien sûr, c'est l'occasion aussi de s'entraîner en faisant des jeux de rôle, en faisant par exemple, des simulations d'entretien, de conflits, de tout ce que vous avez envie de tester pour mieux maîtriser. Et bien sûr, pour les développeurs, des coding dojo, des revues de code, des hackathons, du pair programming sur un exercice. Tout peut être intéressant à tester. Et puis je vais rajouter manger des cookies parce qu'un peu de convivialité ne gâche rien. Et surtout varier. Enfin, ne faites pas. Ce qu'on a vu, c'est que si on fait toujours la même chose, le même déroulé dans la communauté, ça devient un peu répétitif et un peu lassant. Et donc les gens finissent par se dire tiens, c'est le jour J, j'y vais, mais bon, voilà, leur attention n'est plus là. Donc pour susciter l'attention, essayez vraiment de changer aussi l'animateur. Donc vraiment, il faut déléguer, même si peut-être c'est moins bien fait que quand c'est vous, mais c'est pas grave. Mais vraiment déléguer, faites varier. Moi, j'aime beaucoup quand je suis là juste en spectateur de ma propre communauté. Je trouve que c'est vraiment là où j'apprends le plus. Et ça gâche rien. Alors, comment on sait que c'est en train de prendre? Comment on sait que la communauté progresse? Alors, j'ai pas mis de KPI, j'ai pas mis d'indicateurs chiffrés, j'ai même pas de ROTI, parce que voilà, au bout d'un moment, quand c'est des réunions régulières, les ROTI sont plus forcément fiables. Donc, moi, la base, c'est que les gens progressent dans leur pratique. Ils se sentent progresser, donc ils ont envie de revenir parce qu'ils ont envie de continuer à apprendre. Des problèmes, deuxième étape, c'est qu'on arrive ensemble à résoudre des problèmes, à résoudre des difficultés que l'un ou l'autre a ou qui sont communes dans les pratiques parce qu'il manque un outil, il manque une formation, il manque quelque chose qu'on peut faire ensemble. Ensuite, on crée des choses. Donc, on arrive à de la création de nouveautés, donc à de l'innovation qui est permise parce qu'on est plus nombreux, toujours sur ce temps un peu hors sol. Et puis, dans une étape suivante, on va partager plus, y compris en dehors des créneaux prévus. On a vu une solidarité incroyable qui s'est mise en place dans la communauté Agileague et aussi avec la communauté facilitateur quand on est passé, comme tout le monde, au confinement. Et en plus, donc, chez Renault, on a eu du chômage partiel. Et ça a été très compliqué à gérer dans les équipes quand vous travaillez que de 8h à 13h tous les jours. Donc, ça a été compliqué. Et donc, on a vraiment fait preuve d'une grande solidarité pour échanger les pratiques entre les équipes. Et la communauté a joué son plein parce qu'on a partagé, en dehors des séances, en dehors des points, toutes les astuces, les idées, les bonnes pratiques qu'on avait, que chacun avait testé, les changements de rythme, est-ce qu'on passe sur des sprints de 3 semaines ou est-ce qu'on réduit la durée de trucs ou tout ça, ça a été des idées testées, donc pas pour que derrière tout le monde s'aligne en randonnion sur la meilleure pratique, mais pour que tout le monde ait plein d'idées pour piocher dedans ce qui correspond le plus à son périmètre propre. Donc ça a été vraiment un beau moment, en termes d'humain, évidemment. Et donc tout le fait que les gens s'impliquent et participent activement, c'est vraiment ça le plus bel indicateur et
la plus belle fierté. Alors je l'ai traduit, c'est un petit peu le même contenu, je l'ai traduit en pyramide de Maslow, la bien connue, en faisant un peu le pendant. Moi, la base, c'est de savoir tenir son poste, donc d'apprendre à mettre en œuvre ce qu'on a appris en théorie, ou si on arrive sur une nouvelle fonction, à tenir la fonction, puis d'être de plus en plus efficace, de savoir où trouver de l'aide et mieux collaborer, c'est un peu se sentir en sécurité, puis faire partie d'un groupe, parce que quand on est maintenant dans son équipe qui est pluridisciplinaire, mais on est parfois le seul de sa discipline, et le fait d'avoir un groupe auquel se raccrocher pour s'aider, c'est agréable. Et puis ensuite, on peut être reconnu parce qu'on a contribué. Alors contribuer, c'est pas forcément être celui qui apporte, mais ça peut être celui qui pose des bonnes questions, ça suffit, ou qui s'intéresse, ou qui réagit, ou qui donne un feedback. Contribuer, c'est pas toujours être l'expert qui va donner la règle. Et puis, bien sûr, j'ai le sentiment que ça aide à exprimer son potentiel, parce qu'on va pouvoir aller plus largement que son périmètre, et aller aider aussi, intervenir indirectement sur les projets des collègues, et aider ainsi plus largement l'entreprise à progresser, et puis progresser individuellement au passage. On a aussi des bénéfices qui ne sont pas individuels, mais qui sont pour l'organisation et qu'on a vu émerger un peu dans un deuxième temps. Déjà, on avait vu le partage des compétences, aussi une meilleure réactivité au changement. Donc là, le changement qu'on a tous subi, et puis ceux à venir, il y en a qui vont encore arriver. On a aussi vu plus de synergie, vraiment à contrario, moins de conflits pour des gens qui avaient le même rôle, mais qui n'étaient pas dans les mêmes équipes. Il pouvait parfois y avoir des frictions, parce que moi je fais comme ça, toi tu fais comme ça, c'est moi qui est mieux. En fait, on s'est mis d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de mieux ou de moins bien, c'est juste, on a chacun des contextes légèrement différents, et on s'enrichit de la pratique de l'autre. Peut-être qu'à un instant T, on ne va pas l'appliquer, mais peut-être que dans quelques mois, ça nous aura donné une idée de quelque chose qu'on va utiliser. Et puis on voit aussi que ça aide beaucoup le fait de se sentir soutenu et d'avoir cet espace où on est aidé et écouté. Ça aide beaucoup pour le bien-être au travail. Et donc je dirais que notre indicateur de succès global, pas individuel, c'est pas tellement le nombre, la taille des communautés, est-ce qu'on en a lancé tant, est-ce qu'elles se réunissent assez, est-ce qu'elles partagent assez. Mais je dirais plus, c'est est-ce qu'on a laissé personne au bord du chemin. Est-ce que tout le monde est bien en capacité de se raccrocher à une communauté pour être aidé dans les pratiques qu'il a à mettre en œuvre et qu'il ne maîtrise pas forcément. Donc il y a des gens qui n'ont pas besoin, qui n'ont pas envie, ou qui trouvent d'autres moyens. Ce n'est pas impératif d'être rattaché à une communauté, une ou plusieurs d'ailleurs. Mais par contre, moi je m'attache à ce que j'essaie de faire dans les déploiements, c'est de se dire, si quelqu'un a besoin d'aide, il peut se raccrocher à une communauté qui existe. Et comme en plus, maintenant, la plupart des rencontres sont à distance, c'est valable quel que soit son pays. Il nous reste la barrière de la langue. Donc on essaye de faire des communautés françaises et d'autres, francophones et d'autres anglophones, ou alors des sous-groupes pendant une rencontre de communauté où la majorité du discours est en anglais. Et par contre, les ateliers, il y a des moments d'échange individuels en sous-groupe qui sont là en français ou en anglais pour que tout le monde puisse s'exprimer et échanger. Alors, 3 grands moyens d'échouer. Ça, j'aime bien ce slide. Là, je me suis un peu lâchée sur les illustrations. Alors, il y a le premier, c'est un peu le command and control. Je veux avoir la maîtrise de tout, je veux tout savoir, tout ce qui se passe. C'est où je veux être calife à la place du calife. J'ai appelé ça le syndrome is no good.
Ou avec les communautés, je veux refaire je recrée finalement des silos du communautarisme. Je pense eux versus nous. Donc quand on commence à dire nous, on n'est plus tout à fait dans l'esprit de s'améliorer sur sa pratique. Ce n'est pas nous les product owners contre les développeurs. Ce n'est pas du tout ça l'idée. C'est je veux m'améliorer dans cette pratique. Donc cet état d'esprit-là, ce n'est pas celui qui est dans une communauté. J'invite les membres des communautés à reprendre ce qui pourrait tomber là-dedans. Le deuxième risque, c'est d'être sur du micromanagement, d'être ennuyeux, de ne pas introduire un peu de fun, un peu de pardon, j'ai soufflé dans le micro, un petit peu de droit à l'erreur et puis un petit peu de moments où on fait des choses juste pour ressentir de l'esprit d'équipe et pas uniquement de la productivité. Donc ça, c'est aussi un point où ça peut partir de la bonne volonté de dire qu'il faut rentabiliser le temps, on n'a pas le temps, mais c'est souvent contre-productif au final. Et puis le dernier, c'est celui qui est un peu en mode sensu, là, qui ne partage pas l'esprit d'équipe, qui vient juste prendre des trucs pour critiquer derrière. Malheureusement, ça arrive. C'est un peu les profils activement désengagés. Heureusement, il y en a peu. Mais voilà, ça aussi, ce genre de comportement, c'est à recadrer. Ou si vraiment la personne ne veut pas rentrer dans le cadre bienveillant, à sortir. Et parfois, donc même si on fait tout correctement, la communauté ne prend pas. Alors c'était peut-être trop tôt. C'était peut-être que la communauté n'avait pas le bon rythme ou autre. Donc faites une rétrospective comme en Agile, si ça ne suffit toujours pas. Vous pouvez aussi fusionner avec une autre communauté ou pivoter. Enfin, il y a vraiment, c'est comme un produit. On peut très bien arrêter une communauté sans pour autant que ce soit un échec et faire un reboot ultérieur. Puis n'oubliez pas de le célébrer, parce qu'une fin aussi, ça se célèbre comme une fin de projet. Alors rapidement, mais j'en ai déjà un peu parlé, donc trois mythes. J'ai pas assez de temps. Parfois, le temps qu'on passe en communauté, il est rentabilisé dès le premier, pas avant même que le thème soit abordé. Ça m'est arrivé, c'est mieux qu'une pause café, parce que c'est plus large, c'est avec des gens qu'on ne côtoie pas tous les jours. Dès le premier pas que j'ai fait dans la salle, il y a quelqu'un qui parlait d'un problème et qu'il avait résolu. Et le contact qu'il avait, j'en avais besoin pour mon projet, on a gagné 2 jours. J'avais juste mis le pied dans la salle. Donc, et c'est une réalité, en fait, c'est un peu la sérendipité aussi des communautés, même si le thème du jour, ce n'est pas le thème principal, vous êtes avec des gens qui ont les mêmes sujets que vous, qui ont les mêmes difficultés. Le deuxième, si votre chef n'est pas d'accord, posez la bonne question. Donc je voudrais participer à une rencontre où je m'épanouis, où je monte en compétences, où je rencontre des gens qui peuvent m'aider à résoudre des problèmes. Si le chef n'est pas d'accord, si on vous interdit d'y aller, changez de chef. Et puis ça ne marche pas à distance. Bon, ça c'est un peu daté. Maintenant on sait que tout marche à distance, pas aussi bien. Donc, c'est toujours plus agréable d'avoir des gens sur place. Là, aujourd'hui, j'apprécie beaucoup de voir vos têtes plutôt que de juste derrière mon écran. Mais bien sûr, c'est faisable aussi. Et puis, alors, des facteurs de succès, il y en a plein. Je vais pas les détailler pour laisser un peu de temps aux questions. Mais surtout, persévérer et ça vaut vraiment la peine. Voilà, j'espère vous avoir... Merci beaucoup pour cette très belle session. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Non, alors, il nous reste 3 minutes avant que la session streaming va se terminer. Du coup, je vais vous proposer de prendre quelques questions qui nous ont été posées à distance et vous aurez tout le plaisir d'échanger directement, mais on prendra quand même une question du public. Une des questions qui a été beaucoup likée, c'est quels sont les principaux enseignements des anciennes communautés qui n'ont pas survécu ? Oui. Alors, celles qui n'ont pas survécu, alors
Alors, il y a, on va dire, 2 enseignements principaux. Il y en a un, c'est celle qui était lancée par des coachs en animateur au départ. C'est avec toute la bonne volonté et toute l'expérience des coachs. Leur idée, c'était on lance, ça marche, et après, on délègue, on transfère. Ce modèle-là, il n'est pas assez impliquant, en fait. Il est préférable que ce soit vraiment quelqu'un qui sera dans la communauté, qui soit leader. Dans les communautés qu'on a accompagnées, du coup, après, on n'a pas du tout fait ce modèle-là. On a facilité parfois les kick-offs, mais on a mis en avant les personnes qui étaient vraiment la core team. Et en aucun cas, on s'est substitué à la core team, qui prenait toutes les décisions. Et en tant que coach, on s'est vraiment mis en retrait. Donc ça, c'était un premier apprentissage. Un deuxième apprentissage également, c'est si la communauté n'est pas au centre des pratiques, si les personnes, on leur dit venez à telle communauté, alors qu'eux ils ont des difficultés sur une autre pratique qui est prioritaire, ça ne va pas marcher non plus. C'est-à-dire vraiment, il faut que ce soit centré sur leurs problèmes d'aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Une autre question, et puis on prendra une du public. Comment sont sélectionnés les sujets qui sont traités dans la communauté ? Alors les sujets, autant que faire se peut, ils sont sélectionnés par la communauté elle-même. C'est-à-dire on n'impose pas de sujet. On prend en compte, régulièrement dans la communauté, on se pose la question, qu'est-ce qui vous intéresse ? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui ? Où est-ce que quelqu'un a envie de pousser un sujet qui lui a semblé important dans son périmètre et qui pourrait intéresser tout le monde. Donc on a fait des sujets, par exemple, sur comment lancer une nouvelle équipe, que ce soit une communauté ou une autre, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme pratique. On a fait des sujets sur la facilitation à distance également, qui intéressait tout le monde, que ce soit dans son cadre communauté ou son cadre d'équipe. Donc, et comme ça, on enrichit au fur et à mesure, mais en fonction des besoins des gens. Maintenant, pour une question de quelqu'un qui est ici, qui voudrait s'exprimer. Non. Alors, une autre question. Les bénéfices, tu en as parlé. Alors, est-ce que tu peux donner un ordre approximatif du nombre de personnes par communauté en moyenne et le nombre total de participation Alors, je ne tiens pas à jour d'indicateurs. Il y a des communautés qui peuvent être très petites, d'une dizaine de personnes, et des communautés qui peuvent monter à 100. Mais souvent, celles qui sont à 100 ont des sous-groupes qui ont d'autres rencontres en plus petits groupes. Souvent, c'est autour de 20 personnes en présentiel. À peu près 20, parce que c'est une taille où on a encore des échanges individuels. Ça remplit bien une salle, ou en tout cas, c'est un chouette chiffre. Beaucoup de remerciements pour la clarté et la qualité de ta prestation à distance. Et une autre et dernière question, mais il me semble que le live est terminé. Du coup, les participants ici en bénéficieront de la réponse. Je cherche la question. Il y a des questions ? Il y a des questions ? Ouais, ok. Merci, oui, c'était effectivement très, très, très clair, bravo. Moi, ma question, c'était, est-ce que, à ton avis, il y a un moment où, culturellement, ça peut devenir une pratique et qu'il n'y a plus besoin d'entretenir les initiatives, de mettre de l'énergie dedans, et puis ça fait partie de la manière de travailler en entreprise, et il y a spontanément des communautés qui fleurissent un peu partout. Mais c'est déjà un peu le cas, justement parce qu'on communique beaucoup sur celles qui se sont lancées. C'est pour ça que je ne suis pas forcément au courant de toutes celles qui se lancent, parce qu'ils n'ont pas besoin de moi, ils sont autonomes. Et il y en a où on a juste donné une petite étincelle, c'est-à-dire quelqu'un qui voulait se lancer, mais qui avait quelques doutes, et on lui a levé ses doutes, et puis elle s'est lancée sans avoir plus besoin d'accompagnement que ça. Là aujourd'hui, oui, ça devient effectivement
après quelques mois de communication, quelque chose qui devient naturel, oui, qui devient un peu comme faire une équipe produit. Merci beaucoup. S'il n'y a pas encore une question. Bonjour, merci pour cette présentation très intéressante, j'allais dire convaincante. Par contre, dans tes propos, il y a un moment, j'ai été perturbé parce que tu as dit je n'hésite pas à déléguer l'animation de ma communauté. Et ça m'a perturbé parce que la notion d'appartenance, enfin la communauté, en fait, c'est quelque chose de communautaire. Par contre, effectivement, c'est le bébé de quelqu'un à l'origine, parce que c'est une initiative au moins personnelle, si ce n'est collective. Je voulais avoir un peu ton sentiment là-dessus. Quand très bonne remarque. Et effectivement, quand je l'ai dit, c'est pas le bon mot, mais j'ai pas eu le temps de me rattraper. Effectivement, quand je dis masse, parce que c'est celle qu'on a lancée effectivement pour les besoins en fait, de notre apprentissage sur la gestion des communautés, sur l'animation des communautés. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ma communauté, elle appartient à toutes les personnes qui participent. Après, la core team, c'est un peu réduite parce qu'on a eu des départs. Effectivement, il faut quand même quelqu'un qui va à chaque fois lancer, faire les invitations, faire aussi la communication après l'événement pour dire voilà ce qui s'est dit, vous pouvez retrouver les supports ici. Donc ça aujourd'hui c'est moi qui m'en charge sur cette communauté-là. Mais j'ai qu'une hâte de pouvoir arriver à un niveau de maturité où on va le déléguer, où on va rendre ce rôle tournant. Et là elle aura grandi en maturité. Mais aujourd'hui on n'en est pas tout à fait là pour cette communauté. Mais tu as raison, merci, ça me donne l'occasion de corriger ce que j'avais dit. Merci beaucoup, on peut l'applaudir encore une fois. Merci. Merci à vous.